Le rendez-vous est respecté, mesdames et messieurs, la rétrospective de la semaine. Info, c'était là pour vous le retracer. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui se bat pour la rupture, une rupture totale. Avec lui, nous allons, en tout cas, analyser l'information de la semaine. Brandon Midagou, entrepreneur politique, précurseur de la lutte pour le renouvellement de la classe politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, fondateur du mouvement Rupture. Très heureuse donc de vous recevoir, Brandon Midagou. C'est un plaisir pour moi. La rupture, ça fait couler beaucoup d'encre de salive depuis que vous avez commencé cette campagne. Et on vous accuse, moi j'attaque Togo, on vous accuse de vouloir mettre de côté tous les vieux, entre guillemets. Pour vous, cette rupture, c'est quoi? C'est le renouvellement de la classe politique, jeune, vote jeune. C'est quoi cette rupture que vous prenez? Merci pour la parole. C'est un plaisir d'être ici. Je vous en prie. Surtout pour vous, quelqu'un que j'admire beaucoup, que je suis Merci de loin. beaucoup. On a plusieurs fois raté nos rendez-vous. Aujourd'hui, on est là. J'aimerais commencer par féliciter le docteur Mukwege pour son prix Nobel. Un de ces Congolais qui fait la fierté de ces Congolais. Le Congo est en crise de modèle. La rupture, c'est la sanction positive aussi. Il faut sanctionner ces fonctionnaires de l'État qui ont décidé de ne pas voler et piller les caisses de l'État. Sanctionner ces ministres qui ont quitté le gouvernement sans un véhicule parce qu'ils étaient citoyens et qui sont la risée de toute la société. J'aimerais apporter une nuance en RDC. Le patriarche et docteur Étienne Tshisekedi a beaucoup plus contribué pour la paix que le docteur Mukwege. Je m'interroge sur les conditions d'octroi par rapport aux violences, c'était par rapport aux violences sexuelles. Oui, mais vous savez qu'après l'élection, et d'ailleurs durant tout le parcours de l'histoire politique de ce pays, le sphinx Étienne Tshisekedi a plusieurs fois retenu sa parole alors qu'elle était attendue. Vous savez, lorsqu'il a prétendu qu'on lui a volé sa victoire en 2011, il suffisait d'une phrase pour que le pays aille dans tous les sens. Il faut aussi reconnaître ici la démarche du président de la République le lendemain de Sun City. Il accepte de gérer ce pays avec 4 rebelles responsables de la partition de ce pays. Donc je m'interroge sur les modes d'octroi du prix Nobel, tout en rappelant ici qu'il y a des citoyens congolais ici, notamment le patriarche Tshisekedi, le président de la République actuelle, qui mériteraient aussi ce prix Nobel. Vous savez, je crois que là, on doit interroger le comité qui octroie les prix Nobel, mais je crois qu'ils ont des critères chaque année. Tout à fait. Je crois que cette année, pour la paix, ils ont mis l'accent, c'est aussi ça le mal des Congolais, nous voulons faire l'amalgame. Ils ont mis l'accent sur les violences sexuelles. Il n'y a pas eu Mukwege, il y a eu aussi l'Irakienne. Donc c'est par rapport aux violences sexuelles. Mandela l'a eu par rapport à la paix. Primer les gens qui soignent les causes de la paix. Il faut aller plus haut vers les gens qui évitent cette guerre. Est-ce que vous savez les causes de la guerre? Il y a des gens qui ont évité. Le sphinx de Limité a évité. Les combats sont différents. Au lendemain de Sun City, vous le savez, ce pays était en partition, a pris de la hauteur et a accepté de gérer avec des rebelles. Ils recherchent tous la paix, mais peut-être les voies sont différentes. Est-ce que vous savez ce que fait Mukwege tous les jours, à l'est de la République? Kimbangu mérite mieux que Dr Mukwege le prix Nobel. Vous le savez. Alors, allez demander créez votre prix Nobel et octroyez, mais ce n'est pas nous qui il ne faut pas cracher et marcher sur le prix Nobel du docteur Mukwege. Merci de rappeler ça. C'est un citoyen différent, il le mérite. Mais nous nous questionnons sur tous ces citoyens qui font la différence tous les jours dans ce pays, qui sont encore dans l'ombre. Bonne question à nous, peuple congolais, à nous, africains, de créer le prix Nobel et de reconnaître nos fils. Ça serait une bonne chose parce que je crois que les Occidentaux, à leurs critères, qu'on le veuille ou pas, le prix, ce n'est pas nous qui l'octroyons, c'est le prix Nobel. Entrez sur Google, cherchez qui était Nobel et vous saurez pourquoi ils octroient ces prix-là. Et en tout cas, je tiens à le préciser, cette fois-ci, les critères étaient par rapport aux violences sexuelles et lutte contre les violences sexuelles. Ils n'ont pas choisi que Mukwege, ils ont choisi aussi une femme irakienne qui se battait pour ça. Alors, nous allons prendre le tout premier condensé, mesdames et messieurs, c'est la société civile. Nous rendons à Béni. Je vous l'avais dit, si on commence les émissions chaque dimanche par des minutes de silence, il y a un jour où toute info sera silencieuse. Parce qu'on n'y comprend pas. 12 morts, ce samedi. Et ce dimanche, ça a été le branle-bas à Béni. Il y avait ça n'allait pas à Béni. Pour couper court, ça n'allait pas. La population était dans la rue. La police
attirer sur les manifestants qui voulaient, en tout cas, mettre leur ras-le-bol. Comprenez l'émotion que j'ai ce dimanche, parce que les morts, c'est tous les jours. Rachel Kitita, journaliste, a fait son ras-le-bol. Passon Ligodi a dit son ras-le-bol. Bienvenue Bakoumani a dit son ras-le-bol. Nous, les journalistes, nous avons dit notre ras-le-bol. On ne peut pas se réveiller chaque jour avec des morts. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous prenons le tout premier condensé, mesdames et messieurs, par rapport à la situation à Béni. Pour la CAJ, l'intervention du gouvernement congolais dans la situation des expulsés d'Angola se trouvant présentement à Kamako serait insignifiante. Son président national, Georges Kapiamba, face à la presse ce mardi 16 octobre, ne s'est pas empêché de faire des propositions concrètes aux autorités congolaises. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de blessés parmi ces refoulés et que le gouvernement doit agir au niveau national, mais au niveau international. Nous attendons son action d'abord au niveau de la protection diplomatique par rapport aux Congolais qui sont encore sur le territoire angolais. Le gouvernement congolais a l'obligation de saisir le gouvernement angolais pour s'assurer que tous les Congolais se trouvant sur le territoire de l'Angola bénéficient effectivement de la protection qui s'impose, mais aussi de prendre des dispositions pour saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples afin que cette dernière constate le manque ou la violation des obligations de l'Angola au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire à travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cependant, le mal devra être corrigé à partir de la racine. Face aux enjeux électoraux en RDC, le patron de la CAJ prend la prise des consciences nationales. Il revient aux Congolais de s'assurer que les personnes à qui ils vont donner la charge de gérer, de gouverner aux destinées de cette République pour les 5 prochaines années doivent être réellement des Congolais qui sont portés par la recherche du bien commun, qui sont portés par les soucis de travailler pour l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais. À en croire le ministre chargé des Congolais de l'étranger, la réaction tardive de la RDC se justifie par le fait que les autorités congolaises n'ont jamais été saisies par leurs homologues angolaises avant de procéder à l'expulsion de leurs compatriotes présumés non en règle avec le gouvernement de Luanda. Midagou, vous avez suivi notre reporter par rapport à la situation à Béni. Elle a dit qu'elle ne comprend pas comment les FRDC et la MONUSCO ne parviennent pas à réguler ou à stopper ces massacres tous les jours. Ce dimanche encore, ce samedi, c'était 12 morts, des civils et des militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ici, je voudrais adresser ma solidarité au peuple et ma compassion à nos frères de Béni et d'Angola, à tous ces Congolais qui vivent au quotidien les difficultés d'être Congolais, de vivre au Congo. Mais j'aimerais ici dire qu'au niveau du mouvement Rupture, nous avons opté pour responsabiliser les citoyens. Dans votre élément, j'ai pu comprendre qu'on attend, sans vouloir dédouaner l'État. Mais je pense qu'il faut maintenant qu'on se lève, nous, Congolais, parce que nous disons au niveau du mouvement Rupture que le responsable de la situation actuelle, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'opposition, ni le peuple, mais c'est et le peuple, et le gouvernement, et l'opposition. Que doit faire le peuple? Le peuple a essayé de manifester aujourd'hui, Brandon, mais on a tiré dessus. Vous savez que le peuple a voulu manifester, mais on a tiré dessus. Vous savez, nous avons des refoulés de l'Angola. Combien parmi nous avons donné un verre d'eau à nos frères venus? Combien a donné un petit coin où dormir? Un petit truc à manger? Ici, il faut appeler les Congolais à la solidarité. L'avenir de nos enfants ne dépend pas d'un petit groupe d'élite qui a pris en ce moment les rênes du pouvoir, ou qui le prendra demain. L'avenir de nos enfants ne dépend pas des députés qui viendront demain, ni du futur président, mais dépend de chacun de nous. Nous devons changer de direction. Nous avons emprunté pendant 50, 60 ans la mauvaise direction. J'en appelle ici à la solidarité des gens de Béni. Aimez vos frères, aidez-le. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile. Il y a un grand homme qui a aidé aux États-Unis. Je crois que c'est la base du succès américain. Avant de vous demander ce que l'État fait pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous faites pour l'État. Mais les pauvres citoyens, Brandon, je vous coupe carrément la parole. Parce que c'est vrai que ce que vous dites est tout à fait juste. Ne tombons pas dans l'émotion. Oui, c'est pas l'émotion. Ne tombons pas, restons objectifs. Ce que vous dites est tout à fait juste. Mais ce matin, moi j'ai lu
que cette population a voulu manifester, a voulu crier, a voulu dire, parce que le droit de manifester est reconnu par la Constitution. Cette population est sortie dans la rue. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré à balles réelles sur la population. Que doit faire cette population? Je n'ai pas d'informations. Je suis journaliste et je vous le dis. Que doit faire cette population? Je vous l'accorde, la population doit être le garant et l'observateur de sa liberté. On tire sur vous parce qu'on sait que vous ne ferez rien. On augmente le prix du pain parce qu'on sait que le peuple congolais est le peuple le plus naïf d'Afrique. Ce peuple qui a laissé un Chinois poignarder leurs frères au grand marché. Est-ce que le gouvernement était là? Est-ce que le président actuel était là, le président Kabila? C'est lui qui a envoyé les Chinois. Nous avons laissé faire. Madame, nous sommes responsables. Nous disons que nous sommes un petit Congolais pour un grand Congo. Nous devons nous lever à la hauteur du Congo. Comme Lumumba l'a fait, comme Mouzé l'a fait. Mais nous ne sommes pas à la hauteur. Et malheureusement, sans vouloir dédouaner l'État, nous, peuple, avons pris comme aujourd'hui bouc émissaire les autres. Donc nous condamnons c'est la MONUSCO, c'est les RDC, c'est le gouvernement. Mais nous, peuple congolais, ce pays est le nôtre. Où sont passés ces hommes qui croyaient que ce pays, qui avait le droit de vie et de mort sur les citoyens? Ils sont sous la terre congolaise. Parce que ce pays, il nous appartient pas, c'est la terre qui nous possède. On finira tous. Et je le dis aujourd'hui à tous ces hommes politiques qui croient qu'ils ont un droit de décider sur les populations de Béni ou d'Angola. Je voudrais leur dire qu'ils finiront comme tous ces hommes qui ont foulé le sol du Congo. Vous avez dit que la population doit participer, doit être solidaire. Solidarité, il nous manque de la solidarité citoyenne. Soit d'Angola qui provient d'Angola ou de Bénin. Est-ce que nous disons vous avez dans le mouvement fait rupture, nous disons que la rupture se fera dans chaque secteur, chacun dans son secteur. Vous devez le faire dans la presse. Même si nous condamnons ce vent de nouveaux journalistes candidats. J'espère que vous n'êtes pas candidate. Il est très facile, madame la journaliste, de critiquer le gouvernement pendant un an avant les élections, et finir candidat. C'est trop facile. Aujourd'hui, et je demande à ces journalistes, à ces musiciens, à ces pasteurs, le pasteur qui n'a pas su s'organiser dans son église ne mérite pas nos votes. Comme je l'ai dit, nous lisons beaucoup, nous informons. Un des petits-fils de Lumumba a carrément dit que le Palou est en train de salir le nom de son aïeul et qu'on change tout simplement de nom, que le Palou devienne le Pagui parce qu'il ne retrouve rien de Lumumba dans ce parti. Et puis nous allons parler du programme politique du candidat Kinké Mulumba. Et d'ailleurs, la question que se pose, pourquoi Chadari n'a toujours pas présenté son projet de société? Plus de détails dans ce deuxième condensé, Freddy Kipu. Le programme politique présenté par Kinké Mulumba est axé sur 3 piliers importants, notamment recréer les consensus perdus en vue de l'action, écouter en vue de relever les défis et de faire germer un mental cohérent. D'après les présidents du mouvement ENAS, la réalisation de ces 3 piliers passera essentiellement par la mise en œuvre de l'arsenal législatif et réglementaire pertinent ainsi que 50 mesures d'urgence et d'envergure. Cependant, pour Kinké Mulumba, ces programmes ont pour ambition d'aider les Congo pour qu'ils soient en mesure d'assumer seule sa responsabilité en main, tout en initiant la paix, la sécurité, la stabilité d'attractivité et de compétitivité au niveau du continent africain et à travers le monde entier. Trifon Kinké Mulumba dit constater dans son diagnostic que depuis plusieurs années, des politiques publiques ont été pensées, conçues et annoncées dans les pays, mais très peu seulement ont pu être exécutées de façon cohérente. Il nourrit en outre un rêve fort, celui des fins, d'une image déplorable, l'image des politiciens congolais. Ennemi à jamais, l'image opposée à tous les niveaux, l'image des politiciens congolais irréconciliables pour la vie. À noter que l'ancien ministre des Pétentique promet de faire rêver le Congo, un engagement fort à tenir une fois élu président de la République. Écarté de la course à la présidentielle pour défaut des signatures, Antoine Gizenga, autorité morale du parti lumumbiste unifié, a enjoint à sa base de soutenir la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle de décembre.
pour une nouvelle vision de développement du Congo, soutenir le candidat indépendant Ramazani Shadari à l'élection présidentielle, c'est donner une chance à la construction d'un front de la gauche au pouvoir, dixit Lugi Gizenga, lisant la déclaration signée par Antoine Gizenga. Quant aux législatives nationales et provinciales, le PALU a appelé sa base à soutenir le candidat du regroupement politique PALU et alliés en vue de prendre le contrôle du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Rappelons par ailleurs qu'après 11 ans de soutien indéfectible à Joseph Kabila, le PALU avait annoncé la rupture de son alliance avec la majorité présidentielle. Néanmoins, par cette déclaration, le parti de l'ancien Premier ministre s'est de nouveau rapproché à l'actuel président de la République après quelques mois de repositionnement. Retenons que Ramazani Shadari Emmanuel reste le candidat porté par la plateforme Front commun pour le Congo. Brandon Medabou, vous avez suivi, André Kibuta dit Kinshasa Yango Oyo. Question directe, vous vous reconnaissez dans ce message? Vous êtes quinois? J'aimerais dire que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Le gouverneur Kimbuta, aujourd'hui, que je respecte, contesté par les Quinois, ne tiendra pas une semaine. Il déposera sa démission. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Et nous le disons, Mouvement Rupture, que les élections qui arrivent est la dernière chance de vous choisir des dirigeants. Après, maman Olivia gouverneur Kimbuta, maintenant choisissez des dirigeants capables d'apporter des réponses à vos problèmes, des solutions. Mais j'aimerais dire ici, je constate malgré certaines bourdes au niveau de la majorité, que la majorité se prépare. Nous attendons toujours le candidat unique de l'opposition. Cette opposition qui a critiqué la majorité à 2 jours de la clôture du dépôt des candidatures, qu'elle n'avait pas de dauphin. La route tourne aujourd'hui à quelques jours des élections. L'opposition n'a toujours pas de candidat unique. Et nous nous disons au niveau du mouvement Rupture qu'il ne faut pas avoir la gueule de bois. Félix Tshisekedi est le seul cheval capable de porter tout un peuple et ses aspirations pour combattre le courant de la majorité. Avec les égos des opposants, vous êtes sûr que Vital Kamerhe cédera, que malheureusement, nous disons que nous n'avons pas d'opposants au Congo, nous avons que des mécontents. Nous ne sommes pas contre Vital Kamerhe, mais nous disons le choix de Vital Kamerhe nous emmènera dans une élection des Swahiliphones. Ce pays n'est pas un pays des Swahiliphones, avec 2 challengers Swahiliphones. Donc, le choix de Matungulu ou de Martin Fayoulou créerait une fracture Est-Ouest. Nous pensons que Félix Tshisekedi étant ici du centre peut stopper cette fracture, mais accompagner... Vous partagez le point de vue que l'élection est sociologique en Afrique? Bien sûr, en Afrique, on n'a pas encore surpassé ça. Même si nous, au niveau du mouvement Rupture, qui est un mouvement de proposition et pas d'opposition, nous voulons que demain on puisse supprimer ces provinces, ces tribus. On ne peut pas être Congolais, Moulouba, Congolais, Moulala, Congolais, Moussoueli, Congolais, Moukongo. Mais c'est 2 nationalités. Soit on est américain, soit on est français. À quoi nous a servi tout cela? Nous disons que Félix Tshisekedi ne peut pas gagner seul la nuance. Il est le meilleur capable de pouvoir porter les couleurs d'opposition. Mais il va gagner avec Vital Kamerhe, avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Katumbi, avec l'Ouest. Vous avez suivi Kinki et l'image des politiques. Il a mis l'accent sur 3 piliers, mais encore plus sur l'image des politiques. C'est vrai que vous avez déjà effleuré la question. La rupture, pour vous, que doivent être les critères pour la nouvelle génération, ces nouveaux politiques que vous voulez? Comment doivent être ces nouveaux politiques? D'abord, j'aimerais dire que je suis consterné devant la fin et la sortie politique du patriarche Gizenga, à qui nous avons adressé une correspondance, simultanément avec le sénateur Kengo, les invitant à se retirer de la vie politique, à être des modèles du renouvellement. Ils sont plus utiles dans des conférences, du coaching, à l'intention des nouvelles générations politiques. Parce qu'ils nous accusent de ne pas être préparés. Mais quand un enfant est mal éduqué, c'est parce que ses parents l'ont mal éduqué. Nous avons invité ces grandes figures politiques de ce pays à se retirer. La retraite n'est pas un démérita. Regardez comment le patriarche Gizenga, un homme, une personnalité historique et politique de ce pays, on est en train de l'utiliser, vous savez, on le manipule, mais peut-être manipuler, c'est peut-être trop faible. Vous trouvez que c'est vraiment implanté? Il s'est peut-être... Il se laisse manipuler.
Est-ce que c'est ce qu'il fait? Il aurait pu aujourd'hui se retirer et céder les commandes au premier ministre honoraire Mouzito. Et le palou serait encore organisé, il y aurait plus de rayonnement. Mais comme cette classe politique est égoïste, ne pense qu'à elle, c'est le problème qu'on dit, le problème d'ego que nous disons l'opposition. Nous disons nous n'avons pas d'opposants, nous n'avons que des mécontents. Lorsqu'ils sont contentés, on les voit au gouvernement, plus kabylistes que les kabylistes. Des opposants devant lesquels les kabylistes eux-mêmes sont choqués de voir l'enthousiasme. L'enthousiasme. J'aimerais ici, parce qu'on parle de sanctions positives, féliciter ces politiques qui sont constants, qui ont choisi l'opposition depuis le début et qui continuent cette lutte. Je pense à Maman F. Bazaïba, je pense à Jacquemain Chabani, par exemple, malgré les difficultés en l'UDPS. Et féliciter ceux de la mouvance qui sont restés constants. Des gens comme des Évariste Bochard, des gens comme Henri Mauva, des gens comme les fameux dauphins. Il y a Aubin Minakou, il y a le Dirkab Nehemi, il y a le Premier ministre Matata, qui n'ont pas été choisis, mais qui, eux, ont ravalé leur ego pour jouer un jeu collectif. Nous demandons à l'opposition aussi de ravaler leur ego. Et nous qui prenons pour le renouvellement, pour le rajeunissement de l'espace de décision de ce pays, la rupture dans tous les mots, dans tous les secteurs de la vie. Et j'aimerais dire ici aux Congolais qui sont dans le privé, qui considèrent la politique, qui la voient de loin, qui estiment que ce n'est pas leur problème. Le jour où ça pète dans la ville de Kinshasa, le jour où la guerre viendra dans la ville de Kinshasa, vous n'irez plus à vos banques, vous n'irez plus à vos télécoms, vous n'irez plus à vos vacances en Belgique, aux États-Unis, vous qui croyez que le sort du Congo ne vous appartient pas parce que vous êtes bien payés. Nous demandons au niveau de la rupture de ramener ces Congolais, revenez dans le public. Vous comprenez pourquoi, jusqu'à présent, un internaute m'a dit de poser la question, pourquoi Chadari n'a pas encore présenté son projet de société? Est-il tellement sûr qu'il gagnerait les élections qu'il s'est dit, bon, je m'en fous, projet ou pas? Nous avons déjà vu les autres candidats, une dizaine déjà présenté leur projet de société. Il faut reconnaître que Chadari est le favori de cette élection. Comment Pourquoi? ça? Il n'a pas une chance égale avec les autres? Non, pas l'individu Chadari, mais le système. Toute personnalité choisie par le système FCC serait en position de favori. Mais il estime qu'il doit donner présenter son projet à la dernière minute après avoir écouté ceux des autres. Mais j'aimerais dire que lui, c'est une différence, c'est un projet bilan. Et j'aimerais dire ici au candidat Chadari qui me suit, qu'un bilan, on ne le nie pas. Un bilan, on l'endosse avec humilité et on promet de faire mieux. Voilà l'attente républicaine que nous attendons. Va-t-il accepter le côté négatif de l'échec de Kabila, va-t-il accepter de l'endosser? Parce que lui, qu'on le veuille ou pas, moi j'aime les comparaisons. Nous prenons l'Angola, je sais que vous sillonnez le monde. Vous voyez, c'est lui qui est aujourd'hui président en Angola. Il a fait cette cassure, cette rupture avec Eduardo. Il n'a pas voulu endosser le bilan d'Eduardo. Il fait une cassure. Oui, mais cette rupture ne met pas en opposition avec Eduardo. Eduardo permet cette rupture-là. Chacun aura son style de management. Et moi, je pense que le président peut faire cette cassure avec Kabila? Oui, non, pas de cassure. Ensemble, il va aller là plus loin. Aller là où le chef de l'État n'a pas été. Et le chef de l'État a donné des pistes lors de son point de presse. Il n'a pas pu changer le Congolais. Chadari peut le changer? Et nous invitons justement le candidat Chadari, en tout cas le futur président. Mais dans le cas d'espèce, si le candidat Chadari accède à la magistrature suprême, nous l'invitons à ne pas commettre l'erreur de la classe politique depuis 60, celle qui consistait à reconstruire le Congo, l'environnement Congo, sans reconstruire le Congolais. Parce que lorsque vous créez Transco, et que vous ne construisez pas, vous modernisez le pays, mais vous ne modernisez pas le Congolais, censé utiliser le Congo. Mais à la moindre grogne, les bus sont brûlés, tout est cassé, les gens jettent les papiers sur la voie publique, parce que le citoyen capable qui est censé utiliser le Congo de demain n'a pas été modernisé. Mais il y a tout un ministère chargé de la nouvelle citoyenneté, qu'est-ce qu'elle fait là? Le social, c'est de nourrir son esprit. Il y a un grand homme qui a dit, vous avez de l'argent, investissez dans votre esprit, et votre esprit remplira votre assiette. Ça, il faut que le peuple congolais puisse comprendre que le social, ce n'est pas manger. Président Ouaroya, à côté de sa jeune, a créé République d'école. Un pays où il y aura plus d'écoles que des partis politiques, que des églises, que des bars, que des boîtes de nuit.
Nous voulons une république d'école parce que le business éducation en lui-même il booste une nation parce qu'il crée une infrastructure. Avec le budget déjà, vous le savez, à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est à combien. Moins de 10%. Il faut ouvrir le business de l'éducation au monde entier. Il faut que Harvard puisse ouvrir ici, il faut que la Sorbonne ouvre ici. Nous devons mettre les conditions pour pouvoir faciliter l'éducation. Parce que nourrir un Congolais, c'est l'éduquer. Qui éduque un homme? Éduque toute une nation. Le problème du Congolais, vous savez, la richesse du Congo n'est pas dans son sous-sol, avec ses minéraux, encore moins dans son sol, avec l'agriculture, mais elle est sur son sol, à l'intérieur de tous les Congolais. Nous sommes la richesse du Congo. Nous devons, le gouvernement qui arrive doit pouvoir investir dans le Congolais. Et ce Congolais investi, modernisera son environnement. Nous allons maintenant parler de l'opposition parce que Brandon Midangwela fustige le fait que jusqu'à présent, l'opposition n'a pas encore sorti son... Une opposition immature, désorganisée, qui n'est pas à la hauteur de l'attente du peuple. Nous allons parler donc du conclave de l'opposition qui va se tenir cette semaine et la réaction de Marie-Josée Ifokou par rapport à ce conclave qui se tiendra cette semaine probablement. Selon notre source, l'heure est au dernier réglage pour la rencontre de Johannesburg. Toutes tendances confondues de l'opposition seront dans le pays de Mandela du 23 au 25 octobre prochain pour aborder la ligne droite des élections de 2018. À l'issue de ces travaux de 3 jours, les candidats présidents prévoient de fixer l'opinion sur les grandes questions de divergence entre les parties prenantes au processus électoral. Il s'agit de l'usage de la machine à voter et du fichier électoral corrompu selon les leaders de l'opposition. Ils vont aussi fixer les Congolais sur la candidature commune de l'opposition. Selon notre source, le gouvernement sud-africain serait au cœur de cette rencontre. Ce gouvernement agirait ainsi sur mandat des capitales occidentales qui se sont investies à fond pour une solution à la crise congolaise. Le dernier passage en Afrique du Sud du chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, ne serait pas étranger à cette démarche, rapporte notre source. Cette dernière indique que l'arrivée de Cyril Ramaphosa à la tête de l'Afrique du Sud a changé la donne dans les relations entre Kinshasa et Pretoria. En acceptant d'accueillir sur le terre de Mandela l'opposition congolaise, Ramaphosa lance un message au pouvoir de Kinshasa, soutiennent certains observateurs. Certains leaders de l'opposition se disent prêts à prendre part à ces travaux. Il s'est de noter que la clôture de ce conclave intervient à la veille de la marche pacifique appelée par une frange de l'opposition pour exiger l'impression des bulletins de vote papier. Conclave des leaders de l'opposition à Johannesburg en Afrique du Sud du 23 au 25 octobre prochain, Marie-Josée Ifokou confirme sa participation à ces travaux. Nous allons y participer. Quand on doit discuter, chercher le consensus, rechercher le meilleur pour le Congo, nous sommes partants. La seule femme candidate à la présidentielle promet de se retirer de la course au profit du candidat commun de l'opposition si la personne choisie répond aux critères. Dans l'intérêt de tous, dans le souci d'une véritable alternance, dans le souci d'une passation de pouvoir dans la paix, oui, nous pourrons faire cet effort-là si nous connaissons le profil du candidat, le critère de choix de ce candidat-là, alors nous pourrons nous aligner. Contrairement à ce qu'a annoncé le numéro 1 de la PNC, Marie-Josée Ifokou souligne que les candidats présidents ne bénéficient pas de la même sécurité. Elle dit être toujours en insécurité après l'incident au but. La sécurité n'est pas plus assurée aujourd'hui qu'hier. Alors que nous sommes en Kinshasa, nous allons bientôt battre campagne à l'intérieur du pays. Si déjà à Kinshasa, on est en insécurité, je me pose des questions par rapport au reste, lorsque nous allons devoir aller dans toutes les provinces. Mes 2 véhicules sont là. Je ne sais pas si vous avez vu des policiers avec moi. Je ne sais pas, vous pouvez constater de vous-même. Il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau des médias, mais en réalité, il n'y a rien qui est fait. Les autorités congolaises doivent prendre des dispositions pour garantir la sécurité des opposants, car ils sont appelés à battre campagne à travers la RDC, a renchéri Marie-Josée Ifokou. Encore l'Afrique du Sud, ça nous rappelle le dialogue intercongolais de l'époque. Pourquoi l'Afrique du Sud?
pour ce conclave de l'opposition, Brandon Midabo? Non, au-delà de ça, j'aimerais inviter l'opposition à pouvoir tirer les leçons de 2006, de 2011. Cette tournée, le patriarche Tshisekedi l'a faite. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Bon, ils ont dit qu'ils vont parler de grandes questions, hein, ils vont parler du MAD, il n'y a pas de grandes questions, il n'y a qu'une seule question, la candidature commune. La candidature commune qui est machine à voter ou pas peut apporter les espoirs de remporter la présidentielle. Mais vous comprenez la position aujourd'hui, l'UNC tranche qu'elle participera, machine ou pas, l'UDPS aussi, et ça crée déjà de scission, de friction. Pourquoi aujourd'hui l'UNC a changé de position et même Non, parce que pour les opposants, ils ne vont pas aux élections du 23 décembre pour gagner. Ils vont pour définir qui est le meilleur opposant. Malheureusement, on a affaire à des primaires internes, où en réalité le concurrent de Fachi, c'est VK. Le concurrent de VK, c'est Fayilou. Personne ne calcule ça là. Ils viennent pour savoir d'entre eux qui est le meilleur, qui pourra demain engager l'opposition. Non, mais l'opposition qui ne mérite pas. Mais ça, il aurait pu le faire avant. Et aujourd'hui, de réunion en réunion, on traite de tout sauf de l'essentiel. De la candidature commune. Et j'aimerais dire à cette opposition, de quel droit ils censurent les candidats présidents? On les a vus dernièrement au Triomphal. Ils ont censuré... Il n'y avait que 7 candidats, il y a 21. Emmanuel Chadari est le seul candidat de la majorité. De quel droit vous décidez que lui n'est pas opposant, l'autre n'est pas opposant, on se retrouve en club d'amis, un club de 4-5 personnes, et vous devez trouver dans un contexte... Mais tous ne sont pas opposants. Mais dans un contexte... Oui, mais nous sommes dans un contexte électoral. Cheikh Omba dit qu'il n'est pas opposant. Comment c'est toutes les voix comptent. Toutes les voix comptent. Dans une dynamique électorale, on tend la main à tout le monde. Toutes les voix comptent. Si aujourd'hui ces candidats non invités régulièrement se frustrent et le candidat Chadari tend la main à 14, parce qu'ils sont 6 là-bas, 14 candidats, vous diriez que ces candidats étaient corrompus? Alors que vous même auto-censurez les candidatures? Non, j'invite à beaucoup plus de clémence, et j'aimerais dire ici à l'opposition et à la majorité que une élection se gagne sur le nombre d'électeurs, pas des militants. On a ici l'impression qu'on est dans une campagne des militants. Je le dis personnellement à Étienne, à Fachi et à Vital Kamerhe. Le candidat Chadari a eu cette subtilité de se présenter comme indépendant. Parce qu'en réalité, une élection, c'est une rencontre entre un individu et un peuple. Pas un peuple et un parti politique. Et aux militants de l'UNC, de l'UDPS, résister à la tentation de s'accaparer le candidat et nous donner, nous, l'impression que ce ne sont pas l'UDPS, que lorsqu'on vote Fachi ou qu'on vote Kamerhe, on vote un candidat de l'UNC. J'invite les deux candidats à développer une communication pendant la campagne qui pourrait les présenter comme étant au-delà des partis politiques. Parce que dans les électeurs, il n'y a aucun parti politique qui a plus de 100 000 militants, disons même 1 million. Mais par rapport à... Le nombre d'électeurs, c'est 40 et quelques. C'est vrai que les électeurs ne sont pas militants. C'est vrai pour vous, la question importante, c'est la candidature commune, mais par rapport à la machine à voter, au fichier électoral corrompu, parce qu'ils se disent, il y a autant, vous le savez, il y a des milliers des électeurs qui sont non pour moi, c'est un fait fréant. 2006, pas de machine à voter, l'élection... L'opposition est partie dispersée. Elle a échoué. 2011, pas de machine à voter. L'opposition s'est présentée encore devant son peuple qui l'aime tant. Dispersée. Je crains que cette fois-ci encore, elle se présenterait devant son peuple de façon dispersée. La majorité... la machine à voter, vous n'y croyez pas, malgré... Moi, je dis que s'il y a une candidature commune, et que le vote du peuple va dans une seule direction, si ces machines sont truquées, elles vont chauffer. Parce qu'on truque une machine quand on s'attend à des élections approximatives, 2 à gauche, 2 à droite, une là. Mais si l'opposition peut, la seule stratégie capable de contrer le FCC, c'est une candidature commune. Même en cas de contestation des résultats, l'opposition a des chances de documenter sa contestation dans un contexte de candidature commune, un seul candidat. Mais pour vous, et tous les partenaires accompagnent la candidature. À ce téléspectateur, qu'est-ce qui bloque pour qu'il y ait cette candidature commune? Enlevons un peu les égos. Les égos, et puis la mentalité de l'ancienne classe politique, pour laquelle je me suis levé et invité les jeunes à voter. Ce sont des jeunes. Inviter les jeunes à voter jeunes. Non, Torocha Fachi. Fachi Azamon là-bas 60, si je me permets, à Lingala. Aucun mentalité à Bango. Ngai na bundana terre na yé. Pétio Azala raté. Il y en a même un qui a appelé Fachi Petit. Je ne sais pas si vous savez ça. Problème d'ego. Là, il y a le président de l'Assemblée nationale.
nazalaki vice-président, premier ministre, tu as ça les lotés. Toti qu'il a jamais bavier wana, karané wana. Alors que si on prend de la hauteur et objectivement, ne nous voilons pas la face, seul Félix Tshisekedi peut porter, soulever une armée d'électeurs et les conduire aux urnes le 23 décembre. Mais accompagner. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils le savent. Mais le problème, c'est pas... Vous savez, le problème de l'opposition, ce n'est plus Chadari. Ils sont concurrents entre eux. Parce qu'ils ont la position du deuxième. Ils savent quel dividende ils peuvent avoir. Quand ils sont deuxième. Quand ils sont deuxième, ils savent qu'après la fracture des élections, parce que toute élection crée une fracture sociologique. Il faudra toujours, comme l'a fait le président actuel, il avait ouvert la porte à certains opposants, les François Mamba. Après les élections, il faut chercher à réconcilier les Congolais. Mais c'est l'opposant qui vient en deuxième position, qui aura un mot à dire. C'est ça les enjeux. Malheureusement, l'opposition ne va pas pour gagner. Mais elle va pour perdre. En primaire. En primaire. L'opposition va en primaire, elle ne va pas aux élections. Voilà, c'est trop fort. Là, l'équipe Fachi, là, l'équipe Kamere, là, l'équipe Tel. C'est ça le vrai problème. Pas pour nous autres que nous n'avons pas de chance. Et dans la majorité, classe politique médiocre, et dans l'opposition médiocre. Et j'invite le peuple. Mais le peuple va voter qui à la fin, le peuple va voter qui? Parce que ce sont les mêmes qui se représentent, Brandon. Je suis tenté d'inviter les Congolais à la hauteur. Vous êtes contre les journalistes qui se présentent, vous êtes contre les musiciens qui se présentent, vous êtes contre les pasteurs, la nouvelle classe. On peut pas. On va voter qui? Ce sont les mêmes qui se représentent. Qui attendait de Kimbangu ce qu'il a fait? Qui attendait de Lumumba qu'est-ce qu'il a fait? Quel député avait Lumumba? Ce pays, il faut l'aimer. Il y aura un mois de campagne. Chers électeurs, observez les candidats. Donnez vos voix à ceux qui le méritent pour vous. Nous avons dit aux jeunes d'arrêter de murmurer, de commander un pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. La majorité de l'électorat est jeune. Arrêtez de commander. Prenez en charge l'Assemblée nationale. Raflons la majorité. Si la jeunesse rafle la majorité, et votez les jeunes de vos partis politiques. Moi, je ne suis pas candidat, je ne prêche pas pour moi. Votez ces jeunes dynamiques dans vos partis politiques. Et si on renouvelle, on rajeunit l'Assemblée. Je vais faire une nuance. Le renouvellement est différent du rajeunissement. On ne rajeunit pas avec des vieux. D'où nous avons un profil de jeunesse pour le rajeunissement. Mais pour le renouvellement, c'est tout citoyen qui veut donner. Donald Trump incarne le renouvellement aux États-Unis. Mais il n'a pas 20 ans. Nous restons toujours dans ce secteur des élections, l'atelier de formation à l'intention des techniciens de la CENI. Vous le savez, les machines à voter sont en train d'arriver. Et dans la suite, il y a eu aussi des formateurs coréens par rapport à ces machines qui soulèvent toujours de passion, malgré les mises au point de l'UNC et de l'UDPS et la réaction de Martin Fayoulou par rapport aux candidats. Vous le savez, il y a certains candidats à président de la République qui se sentent menacés. Et évidemment, j'ai suivi aussi sur Internet que Tchani a déjà reçu les policiers qui seront avec lui, 25 selon la loi électorale. Plus de détails, Freddy Kipembo, s'il vous plaît. Il sera question pour les techniciens de la CENI pendant 3 jours à Kempinski Hotel d'assimiler les détails possibles autour de la machine à voter. Le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, indique que l'utilisation de la machine à voter va nécessiter la sensibilisation mais aussi la prise en charge pour un accompagnement technique. La machine est là pour fiabiliser les scrutins. C'est pour donner la vérité des urnes. L'usage de cet outil va nécessiter la sensibilisation qui est en cours, mais aussi une prise en charge pour un accompagnement technique. Voilà la raison d'être de la formation que nous lançons aujourd'hui. On forme les premiers techniciens. La plupart de ces techniciens ont été en Corée, où ils ont travaillé avec leurs homologues coréens. Ils y ont travaillé pour le contrôle qualité des logiciels, mais aussi du hardware. Contrôle qualité logistique, parce qu'avant d'embarquer une machine vers le Congo, il fallait qu'on examine sa fonctionnalité. Pour votre gouverne, l'atelier de formation du 17 au 19 octobre est initié et financé par la société sud-coréenne Mirus System, fondatrice de la machine à voter.
et le candidat président de la République Théodore Ngoï a été empêché de se rendre chez lui par les gardes du candidat du pouvoir sortant. Un policier a braqué son arme sur lui pour l'obliger à suivre un autre chemin. Les intimidations et visites récurrentes des agents de la police judiciaire dans le bureau et lieu de travail du candidat président de la République, Seth Kikouni, depuis un certain temps. Nous condamnons ces règles du processus, condamnons ces violations du processus électoral qui rendent ces processus irréguliers et appelons au respect des règles établies. Quand on l'a dit, Brandon Midagou, les machines à voter, les MAV, comme on les appelle aujourd'hui, sont là pour fiabiliser les scrutins. Donc, ces élections, c'est un don mordicus avec ces machines à voter, qu'on le veuille ou pas, c'est le manga. Tout à fait. Pour moi, il vaut mieux des mauvaises élections qu'une bonne transition. Mais j'aimerais dire au président Nanga ici qui se trompe de priorité. La priorité, c'est le taux de participation. C'est pas les MAV. Le taux de participation. Vous risquez d'avoir des machines et pas d'électeurs. Le peuple congolais était derrière une non-candidature du président actuel. Le peuple congolais s'est levé dans les rues de Kinshasa et de la RDC contre un troisième mandat. Le peuple a obtenu sa victoire. Pour le peuple, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, c'est les mêmes. Nous sommes ici en face d'une élection de militants, des gens concernés. Vous savez que pour le peuple, il y a la Chadari, il y a la Fat, il y a la Nag, Bazara Moko. Pour eux, leur problème était une non-candidature. Donc il faut faire une campagne pour inviter les électeurs à se rendre aux urnes. Et le nouveau président doit être élu avec plus de 50%. Tout à fait, il faut qu'il représente les aspirations du peuple. Mais dans ce cas précis, on a l'impression que les gens n'iront pas aux urnes. Parce que pour eux, tout est joué. Il y a déjà un certain découragement, une certaine lassitude. Les gens se disent que les jeux sont déjà faits. C'est déjà fait. Et puis c'est les mêmes. Vous savez, les plus grandes blessures que le peuple a eues ne viennent pas de la majorité, mais viennent de ces gens, des opposants qui ont quitté le gouvernement. Surtout la dernière vague a blessé fortement le peuple. Découragé, d'où plus aucun appel à la ville morte de tiers, parce que le peuple a compris et dégoûté cette opposition qui la déçoit. En Belgique, vous avez suivi les élections communales, il y a eu les machines à voter. Est-ce que ce sont les mêmes? Parce que cette question a été même posée par un auditeur de Top Congo, nous suivons. Il s'est dit qu'en Belgique, il y a eu l'utilisation des machines. Est-ce que ce sont les mêmes? C'est la même technique? Est-ce que vous avez eu vent de ça? Je ne sais pas, mais moi je ne suis pas pour et contre la machine à voter. Pour moi, ce sont des subterfuges des politiques. L'opposition n'était pas prête. La majorité, bon, apparemment, il y a plus de problèmes économiques. Il y a eu une passation de marché, il y a eu des commissions, que la victoire. Je crois, à mon avis, que la majorité ne doute même pas une seconde qu'elle va perdre ces élections. Et je l'ai dit à l'opposition, la majorité est lucide, elle connaît le prix de l'échec. Elle connaît les conséquences aujourd'hui en cas de perte du pouvoir. Et elle se prépare. Nous voyons le candidat Emmanuel Chadari arpenter tous les coins de la ville. Mais avec les moyens de l'État, on dit... Bien sûr. Les moyens de l'État, il a l'armée, il a les fonds, il a tout. Je veux qu'il est favori à cause du système. Mais justement, face à un candidat favori, pourquoi nous ne constatons pas de l'opposition cette prise de responsabilité? C'est-à-dire nous n'avons pas droit à l'erreur. L'opposition est en train d'accompagner Chadari au fait. Mais l'opposition est immature. L'enjeu, il est pertinent. L'opposition doit avoir de la froideur. Il y a qu'en RDC où on fait la politique avec des états d'âme. Elle doit pouvoir se lever et comprendre que ce n'est plus le temps de jouer. S'organiser et éviter tous ces va-et-vient dans les capitales du monde. Et faire des réunions à Tchangou, faire des réunions à Beni. Si l'opposition aujourd'hui va choisir son candidat unique à Beni, dans les assises de Beni, ou dans les frontières de l'Angola. Mais ce sont des symboles. C'est une campagne préélectorale qui touche les électeurs. Mais cette opposition dépassée à Djobourg, là où l'ambassade donne à peine les visas aux Congolais, c'est là où vous allez en Belgique. Alors qu'ici, au Congo... La maison Chegen est carrément fermée. Tout à fait. J'aimerais aussi dire qu'un candidat député à Tchangou est un candidat président au Bénin, au Togo, à Brazzaville. Donc ne donnez pas l'impression que c'est si facile d'être candidat et d'organiser les élections au Congo.
Ayons un peu plus de patience. J'aimerais dire à la classe politique ici de laisser le président Corneille Nangaa face à ses responsabilités. Nous l'attendons le 23 décembre en cas de non-convocation. La CENI portera elle-même la charge de sa responsabilité. La majorité avait une seule responsabilité, proposer un dauphin. Elle l'a faite. La CENI a sa responsabilité le 23 décembre. L'opposition, on attend toujours la candidature commune que nous souhaitons au niveau du mouvement Rupture, qu'il y ait une bataille électorale entre le candidat Chadari et le candidat Fachi, capable d'offrir une fête électorale, une belle bataille électorale. Il reste 1 mois et demi, nous sommes déjà au mois d'octobre par rapport aux élections. Est-ce qu'on aura le temps de sensibiliser vraiment jusqu'au vers les fins fonds de la RDC par rapport à cette machine? Parce que on le sait déjà quelque part vers l'Équateur, on a déjà volé les machines, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que les gens sont conscients du coût de la machine? Comment on peut... Il reste un mois. Il faudrait d'abord qu'on s'entende sur cette machine-là. La polémique qui est faite sur cette machine tend à desservir le scrutin. Ces mêmes villageois qui sont dans les fins fonds, à qui on dit cette machine-là va faire tricher, et là pour tricher, n'iront même pas une. Je vous dis que nous sommes face à une menace, à un taux inférieur de participation, à cause de cette question de machine à voter. Donc c'est l'opposition qui rend ce mauvais service aux élections. Mais elle démobilise même sa base. Il faut que l'opposition, très tôt, puisse lever l'option d'une non-participation ou d'une participation. Mais en quoi c'est réaliste. Mais en quoi la CENI? Le président Nangaa l'a dit, nous irons aux élections avec la machine à voter. L'opposition est face à ses responsabilités. On boycotte ou on va avec la machine à voter. Mais vos électeurs qui sont sous-éduqués malheureusement au Congo, vous voient une fois à la télé qu'on a la machine à voter. Mais ils viennent pas jeunes. L'intensité qui a été donnée pour qu'on ait la machine à voter, il n'y aura pas la même pour dire finalement on y va la machine à voter. Allez-y avec cette machine. Donc l'opposition est en train de se tirer une balle dans le pied. La CENI risque d'avoir... Est-ce que vous avez personnellement, vous, expérimenté cette machine? Est-ce qu'il y a vraiment des failles dans cette machine? Vous parlez aussi à cette population, l'émission est suivie partout et regardée partout. Est-ce que vous avez personnellement expérimenté? Vous avez vu les failles? Ou c'est vraiment une bonne chose cette machine-là? Cette MAV-là, comme le dit Corneille Nangaa. Je ne l'ai pas encore expérimenté parce que je me pose la question si j'irai voter. Comment ça? Une voix de moins? Question, non, est-ce que j'irai voter? Peut-être vous n'êtes pas congolais. Est-ce que tous les candidats... Non, est-ce que dans les 21 candidats m'ont choisi? C'est ça la grande question. Comment ça? 21 candidats, il n'y a aucun qui vous a séduit? En tout cas, jusque-là, les différents programmes de société n'ont pas incarné porter la rupture. Nous observons et analysons les projets de société. Ils passent tous à côté de la rupture. Il y a des gens qui vous aiment, qui diront, bon, comme Brandon Midag, vous n'a pas choisi. L'abstention est un vote, est une expression. Restons démocratiques. L'abstention est une expression de démocratie. Mais je n'ai pas dit qu'on n'ira pas voter. Nous attendons la finalité, les retardataires. Et nous allons lever l'option pour le projet, pas le candidat. Le projet de société qui pourra porter la rupture à travers le renouvellement. Favoriser le renouvellement. Parmi ces 21 candidats, aucun n'a cet esprit de rupture? Du déjà dit, du déjà vu, malheureusement. Des petits candidats pour moi, des petits projets pour un grand Congo. Avec les 100 milliards, les 22 milliards, de la démagogie de la cosmétique. J'invite les candidats présidents à approcher les Congolais avec sincérité, avec honnêteté. Surtout les candidats députés, vous n'allez pas construire des ponts. Vous ne construirez pas des écoles. Abordez les électeurs avec sincérité. Parlez tout à fait. C'est pas le rôle du député de bâtir des ponts, de construire des routes. Résistez à cette tentation d'hypocrisie et de mensonge. N'allez pas vers les électeurs, montrez-leur votre envie de changer les choses. Le candidat président qui aura le plus d'envie de changer, de créer la rupture. On sait tous que tout va mal. La rupture partira des acquis. De 60 à aujourd'hui, tout n'a pas été médiocre. Mais tout n'a pas été positif. Nous voulons de l'envie, on ne développe pas un pays avec des diplômes. On développe un pays avec son cœur. Il faut être un président. Incapable de dormir parce que ça brûle à Béni. Incapable de trouver un petit parce que... Non, je dis on ne développe pas qu'avec des diplômes. Avec son cœur. Quel était le diplôme de Lumumba? Qui en parle? Est-ce que ce que nous retenons du docteur Tshisekedi, c'est son doctorat ou c'est sa lutte, son envie? Je ne connais pas le diplôme de Musée. Est-ce que c'est plus important pour moi? Ni du chef actuel. Est-ce que c'est le plus important? Ni du chef actuel. Tout à fait, est-ce que c'est plus important? Aimer son pays, se lever comme Musée s'est levé, se lever comme Joseph Kabila s'est levé devant les miniers, se lever comme Lumumba s'est levé devant les Belges
Et nous n'oublierons pas les 13 parlementaires avec Étienne Tshisekedi qui exigent à Mobutu la démocratie. C'est avec son cœur. Viendrait d'où? Vous prenez une rébellion ou un homme prodigue qui doit se lever? Ou c'est tout le monde qui doit se lever? Au niveau de rupture, nous considérons ces 5 prochaines années comme étant une transition. Une transition qui va préparer l'avènement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs politiques qui prendront les commandes de ce pays pour le bien de nos générations futures. Nous ne voulons plus des hommes politiques court-termistes qui ne lancent aucun projet s'ils ne sont pas conscients, convaincus qu'ils tireront les dividendes tout de suite. Lumumba n'a pas vu la liberté, l'indépendance qu'il exigeait. Étienne Tshisekedi ne verra pas l'alternance qu'il a cherché toute sa vie. C'est ça des entrepreneurs politiques. Ils posent les fondements pour les générations futures. Moïse et Josué, un peu. Nous voulons aujourd'hui de Moïse aujourd'hui pour qu'il y ait des Josué. Tout à fait. Mais vous parlez de Moïse, j'aimerais faire une parenthèse sur Moïse Katumbi et lui dire que l'histoire de... Non, j'aimerais parler de Moïse Katumbi et de Moïse Tshombe, qui ont un cursus tout à fait le même. Hein? Je crains que la fin soit la même. Que Moïse meure et soit enterré à l'extérieur. L'histoire de ce pays, est cyclique. Et cyclique. Regardez l'actuel dauphin. Il n'a pas choisi et voulu être là. Il y a des gens loin de lui qui ont pensé à lui. Le président Kabila lui-même n'a pas décidé et voulu être là. Il y avait encore des gens qui ont décidé derrière lui de le mettre là. Ce pays a une histoire cyclique. Il faut casser ce cycle. Je demande justement, il faut que Moïse Katumbi puisse réfléchir et casser ce cycle. Et casser le cycle au regard de la vie de Moïse Tshombe. C'est de revenir ici. Il sera peut-être abattu. Vous savez où il était abattu où Moïse Tshombe? Entre Belgique, entre la Belgique et l'Algérie. Il n'y a qu'au Congo, les opposants ont peur de faire la prison. Il n'y a qu'au Congo. Qu'est-ce qu'il peut avoir de pire à Moïse Katumbi ici que la prison? Mais s'il aime ce pays, 5 ans, 10 ans en prison, Mandela a fait la prison. Kimbangu est mort en prison. C'est quoi le plus important pour les hommes politiques? Nous devons marquer l'histoire, Madame Paulette. Et nous comptons sur vous au niveau du mouvement rupture, les médias, influencer les mentalités. Nos enfants ne peuvent pas payer le prix de nos erreurs. Moi, je refuse. Vous ne voulez pas que les journalistes soient... Moi, je refuse. Est-ce qu'il faut être... Non, je parle de journalistes hypocrites qui s'arrangent pour critiquer le gouvernement 1 an juste avant les élections et finir candidat. Vous savez, moi, je suis aujourd'hui à l'aise de parler pour les Congolais. Je ne suis pas candidat, je ne viens pas demander des voix. Mais c'est comme ces journalistes citoyens que nous avons appréciés à un moment. On a vu une génération de journalistes citoyens. Et je vous félicite pour ça, gardez la ligne. Qui aujourd'hui nous déçoivent finalement. Donc tout ça, c'était pour les élections. Pour une candidature. Aimons le pays. Nous allons à l'Est parler de l'Ebola. L'Ebola, vous savez, c'est cette situation à l'Est qui n'en finit pas. Et on a peur d'ailleurs qu'on ne parvienne pas à terminer cette épidémie, cette énième épidémie d'Ebola à l'Est. Il y a même la création d'un comité d'urgence par rapport à cela et la journée mondiale des lavages des mains. Il faut vraiment qu'on parvienne à éduquer nos enfants par rapport à cela parce que cela nous évite beaucoup de maladies. C'est laver les mains à chaque fois. Selon les derniers décomptes des services de l'Organisation mondiale de la santé, 33 nouveaux cas et 24 décès ont été recensés la semaine dernière. L'épidémie des fièvres hémorragiques à virus Ebola a touché 214 personnes, dont 139 en sont mortes. En outre, 25 cas sont actuellement en cours d'investigation. Déclaration faite par le directeur général de l'OMS à l'occasion d'un comité d'urgence de cette institution sur l'épidémie à virus Ebola qui sévit sur le sol congolais. Aussi, c'est un sombre tableau qui a été dressé pendant cette réunion, celui d'une région, le Nord Kivu, qui peine à faire face à cette nouvelle flambée alors qu'elle est menacée par les rebelles ougandais de forces démocratiques alliées et qui subit désormais une deuxième vague épidémique et une importante résistance de population. Dans un communiqué, le comité indique néanmoins être parvenu à la conclusion qu'un statut d'urgence mondiale ne devait pas être déclaré pour l'instant.
bien qu'il reste profondément préoccupé par la flambée. Cette conclusion surprenante s'appuie parfois sur des arguments relevant de la méthode Coué. Ainsi, interrogé sur les risques de contamination de pays voisins, en particulier l'Ouganda, tout proche de la région de Béni, le professeur Robert Stéphane, qui dirige le comité d'urgence, a expliqué que lors de la précédente flambée d'Ebola en mai dernier dans le nord-ouest de la RDC, il y avait des inquiétudes que le virus puisse passer d'un Congo à l'autre, mais cela ne s'est pas produit. Rappelons cependant que le statut d'alerte sanitaire mondiale est réservé à un événement extraordinaire dont il est déterminé qu'il constitue un risque pour la santé publique dans d'autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies. C'est une journée organisée à l'intention des élèves de l'école Épée Kifuma en vue de les sensibiliser sur le lavage de mains. À en croire le chef des sections Wesh, Franck Abeille, le lavage de mains est un geste simple qui sauve des vies. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. On a déjà entendu qu'effectivement cette journée existe depuis 2008 et qu'aujourd'hui, grâce au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et grâce au ministère de la Santé, on a l'occasion de pouvoir se réunir ici pour remettre en avant le lavage des mains. Que le lavage de mains doit être fait avant d'allaiter, avant de manger et après avoir changé les couches, après avoir été aux toilettes. Très important de se rappeler ces éléments-là. Dorcas Bemba, élève en 5e primaire, affirme que le lavage de mains permet de lutter contre plusieurs maladies. J'ai compris que pour ne pas tomber malade, il faut bien laver les mains avec de l'eau et du savon ou de la cendre pour ne pas attraper les maladies des mains sales. Rappelons que la journée mondiale de lavage de mains est célébrée le 15 octobre de chaque année. Cette année, elle est commémorée sous le thème national « Zéro microbe, zéro choléra, zéro Ebola ». Prix Nobel de la paix à l'est de la République démocratique, non, prix Nobel de la paix. C'était docteur Mukwege, c'est vrai par rapport aux violences, mais oui dit, il y a des gens qui se plaignent, qui disent que non, on aurait pu donner ce prix à Muyembe parce qu'il s'est bat aussi contre l'Ebola. Peut-être prochainement, ce sera à Muyembe qui l'aura. Mais la question que moi je me pose, que je vous pose, l'Ebola, est-ce que ce n'est pas une arme de guerre à la fin? On finit par se poser cette question, Brandon Midagou, si l'Ebola ne devient pas aussi une arme de guerre. Parce que là, on ne comprend pas très bien. Mais j'aimerais dire aussi, les violences contre les femmes, l'Ebola, sont des conséquences des guerres. Il y a dans ce pays, j'aimerais me répéter, des gens qui se sont levés contre la guerre, contre la déstabilisation de ce pays. Docteur Mukwege, que je respecte, ne vaut pas mieux que Étienne Tshisekedi. Le président actuel, au lendemain de Sun City, ravale son ego et accepte de gérer avec des rebelles pour le bien et la réunification. Si ce pays n'était pas réunifié, Dr Mukwege aurait eu son prix Nobel. Je m'interroge sur les modalités d'octroi, ce qui nous conduit vers des choix politiques, avec des schémas cachés, comme les gens le disent finalement. Étienne Tshisekedi qui se voit voler sa victoire en 2011. Le peuple, la diaspora, tout le monde attend un mot d'ordre. Il suffisait d'un mot pour mettre à feu à sang ce pays. Résiste comme un républicain, comme il a toujours été, pour préserver la paix et les acquis. J'aimerais qu'à titre posthume, quelqu'un comme Étienne Tshisekedi soit reconnu. Mais il n'est même pas enterré ici. Il n'est même pas enterré ici. Vous savez, toutes les grandes capitales du monde sont pavées de monuments dédiés aux grands citoyens. Derrière toute grande nation, il y a des grands citoyens. Derrière l'Afrique du Sud, il y a Mandela. Derrière la France, il y a De Gaulle. Où sont les citoyens congolais? Nous traînons encore les mêmes héros. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les mêmes héros. Il y en a 3-4. Où sont ces fonctionnaires qui ont renoncé et refusé à la corruption? Ces mamans qui se lèvent à l'aurore pour prendre soin de leurs enfants et de leurs maris, qui parlent d'elles? Ces femmes violées, parce qu'ici on prime celui qui les répare, au mépris de celles qui ont été violées. Je ne vais pas négliger le fait de les réparer, mais pensez-vous à ces femmes qui vivront toute leur vie. Ça, c'est au gouvernement de faire sa part. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, nous ne devons pas ici... Pourquoi de faire sa part, hein? C'est au gouvernement de faire sa part.
Je veux souligner ici le caractère quand même particulier de Mukwege. Je ne vais pas donner l'impression d'être contre. Mais je dis qu'il y a des citoyens... Non, non, je vous dis que Étienne Tshisekedi a joué un rôle plus pertinent dans ce pays. Le président actuel, au lendemain de Sun City, vous le savez. Mukwege aussi, joue sa partition. Moi, en tout cas, je suis désolé, mais j'ai l'impression que vous minimisez son... Non, non, je pense que la priorité dans ce pays... Est-ce que vous avez suivi la priorité dans ce pays? Je vous interromps. Oui. Vous avez suivi son documentaire sur TV5? Tout à fait. De la cosmétique et de la communication. Toujours. Pour pouvoir toucher les cœurs, toucher les mois, préparer une opinion, préparer un peuple. Donc tout ce qui se passe là-bas, c'est... On a maquillé ça, réellement. Vous êtes des médias, vous savez que lorsqu'on fait un documentaire, on coupe telle partie, coupe ça, garde ça, ajoute le volume ici, éclaire l'image, vous le savez mieux que moi. Est-ce que vous êtes allé personnellement à l'Est? Ce documentaire, je suis de là. Donc tout ce qu'on nous dit là, c'est aussi de la cosmétique? Non, non. J'aimerais dire qu'il ne faut pas ne personnifier pas les problèmes de l'Est à un individu. Un individu qui n'était pas connu il y a 5 ans, qui soudainement... Vous connaissez le prix des médias? Mais parce qu'il s'est levé, vous vous demandez aux gens de se lever. Mukwege s'est levé, il a dit, comme moi je suivi personnellement ce documentaire, il a dit je me lève, maintenant je dois aller parler de ce qui s'est passé. Non, le docteur Mukwege ne s'est jamais levé. Il s'est levé. On l'a aidé à se lever. Et alors, même derrière moi, il n'y a personne. Derrière lui, il y a tout. Même si on l'a aidé, mais il a eu le courage de parler. Toute la communauté internationale. Et alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au moins c'est connu ce qui s'est passé à l'Est. Le Mumba et Kimbangu se sont levés seuls. Vous en êtes sûr? Dans l'histoire de ce pays, faites attention aux amis, les Occidentaux. Faites attention. Donc Mukwege, tout ce qu'il fait là, il y a la communauté internationale derrière. Je vous dis que ce n'est pas anodin. Je vous dis que la diffusion de ce documentaire, à ce moment précis, en ce moment, n'est pas le fait du hasard. Parce qu'il a reçu le prix Nobel. Ce n'est pas le fait du hasard. Allons au-delà de tout ça. Il y a 1 an, vous saviez que ces journalistes étaient des candidats? Mais ces journalistes soi-disant patriotiques... Mais Mukwege n'est pas candidat. Non, est-ce qu'il y a... Je vous en prie, il n'est pas candidat à la députation nationale. Je vous renvoie au long terme. Lisez entre les lignes. Donc il fait ça, Mukwege est en train de faire ça pour poser ça. Je vous repose la question. Il n'est pas maître de son avenir. Si dans 5 ans il sera candidat... Docteur Mukwege, innocent peut-être qui peut être, bien intentionné. À mon avis, aujourd'hui, le choix d'une certaine communauté internationale. C'est pour sur lui. De soit posé sur lui, afin qu'il puisse jouer un rôle. Ça le dépasse. Il n'a plus le contrôle. Il n'a peut-être rien demandé pour ce prix Nobel. Il y a peut-être plusieurs choses qu'il a voulu avoir qu'il n'a pas eu. Je pense que le docteur lui-même est surpris plus que nous de ce prix Nobel. Ça fait 3 ans, hein. De cette main tendue. Qui rate ce prix Nobel. Justement, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi la veille des élections? Pourquoi lorsqu'il se une certaine... Tout est lié parce que ce sont les élections qu'on le prime. Non, non. Mon Dieu. En politique, rien n'est un hasard. Donc ce prix Nobel est politique pour vous? Tout à fait. Comme tout est politique. Vous savez que le politique tient tout en état. Il tient le droit en état. Il tient l'économie en état. Il n'y a pas de hasard qu'en même temps, il y a certaines voix qui se lèvent pour proposer une transition sans Kabila conduite par le docteur Mukwege. Il n'y a pas d'hasard. Il peut être innocent. Parce que des fois, comme je vous le dis, certains schémas nous dépassent, nous. On est si cons, nous, les Africains. On est si cons, nous, les Africains, quand nous sommes manipulés comme ça. Nous sommes aliénés, c'est ça la rupture. Se renfermer, le Congo doit se renfermer sur lui-même, comme la Chine l'a fait. Pour un moment. Parce que vous en avez la force, vous en avez la capacité. La volonté suffira. Vous savez, pour ce Congo, il faut un David devant Goliath. Goliath, c'est la guerre, la pauvreté, la communauté internationale. Il faut un visionnaire, à l'instar d'un Kagame. Plus light. Un Kagame light, quoi. Plus light. On a déjà dit seulement quelque part. Hein. Capable de pouvoir porter la vision de ce pays. Il ne faut pas 10, 15, 20 personnes. Il faut un Congolais qui a cette vision. Et ce Congolais sera un entrepreneur politique. Cette génération que je représente, ils viendront du bout du Congo, de Beni peut-être demain, de Rutshuru ou bien du Bas-Congo, pourquoi pas. Ces Congolais capables de changer les choses. Je vous dis que ce pays ne sera plus le même. C'est fini. Les semences sont plantées. Le Congo va vers son rayonnement. Et moi, je crois à un avenir positif. Et l'Ebola, vous avez l'impression que le gouvernement met beaucoup de moyens pour qu'on puisse éradiquer ce fléau, Brandon Midangu?
Moi, je reviens à ma question. Il y a des thèses complotistes qui estiment que c'est une arme de guerre. C'est un virus qui a été conçu pour pouvoir... vous savez, aujourd'hui, la grande question, la problématique au niveau international... Moi aussi, je vous pose la question. Pourquoi l'Ebola, maintenant, à l'est de la République, pendant l'année électorale? Non. Pourquoi l'Ebola quitte curieusement à l'est? Exactement, c'est la question que je vous pose. Il passe et il tombe curieusement... Le Kasaï sonne la province orientale. Pourquoi seulement à l'est? C'est la question que je vous pose. Réel politique. Donc tout est politique. Tout est politique, qui se tient surtout pour la RDC. Mais nous disons à cette ancienne classe politique qui a gaspillé le cuivre, que notre génération ne gaspillera pas le cobalt et le coltan. Nous allons redistribuer équitablement pour l'avenir de nos enfants. Il faut des écoles de cobalt et de coltan. Il faut diviser le Congo en espace culturel, en espace d'activité. À quoi nous servent ces provinces? Je n'ai pas besoin de vous connaître comme étant Moulouba, Moukongo ou quoi, vous êtes congolaise. Pourquoi les Américains sont américains? Et nous, on est Congolais, on est Congolais Moussoeli, Congolais Moulouba. Pourquoi? À quoi nous a servi ces tribus? C'est ça la rupture, repenser le Congo. Quand on est dans les cadres nous devons avoir des préfets, nous devons avoir des hauts fonctionnaires comme gouverneurs, comme en France, et non des politiques. Pourquoi politiser? C'est la majorité présidentielle qui a politisé. Le peuple Congo. Je suivais ce matin les archives de Papa Molière. Les mêmes problèmes que j'ai entendus que Mobutu face à la presse. Mais madame, vous serez surprise. Grève des professeurs, cadre macroéconomique, le taux d'échange, l'électricité, il n'y a pas d'eau. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce que le gouvernement... Parce que je le dis aujourd'hui, ce qui a été reproché au président Kabila aujourd'hui, le sera demain au futur président, qui vienne de l'opposition ou pas. C'est les mêmes problèmes. Parce que nous, le peuple, on a trouvé des boucs émissaires, le gouvernement, les dirigeants, et on pense se dédouaner, nous. Nous devons, à chacun dans son secteur d'activité. Madame, si vous ne payez pas bien vos travailleurs, vous êtes responsable de la situation de ce pays. La rupture doit venir du bas, vers le haut. Dans chacun de nous. Nous devons divorcer avec l'ancien Congo. Divorcer de ces anciennes mentalités qui nous maintiennent au sol et qui nous empêchent de décoller. Nous devons prendre de la hauteur et je veux dire que les peuples se lèvent vers la démocratie, vers la grandeur, vers la rupture. Ce n'est pas la rupture qui descend. Nous devons monter. Nous allons parler, mesdames et messieurs, de l'expulsion des Congolais en Angola. Encore ça, encore les images. C'est vrai que l'ambassadeur d'Angola ici en République démocratique du Congo a démenti ces informations. Il a dit que ces expulsions ne visaient pas que des Congolais. Malheureusement, nous sommes nombreux. Voilà. C'est la diaspora la plus nombreuse en Angola, que voulez-vous. Ça donne l'impression que ça a été visé, mais il a dit non. Et il a dit que non, on n'a pas maltraité les Congolais, que ces images sont montées, ce sont des fake news, patati patata. Je vais poser la question à Brandon. Nous avons réfléchi aussi, Ocha a réfléchi par rapport à ces expulsions et le sit-in des mouvements citoyens, un grand dossier par rapport à ces situations de Congolais, d'expulsés Congolais d'Angola. Selon ce communiqué, l'agence humanitaire OCHA parle de plus de 257 000 Congolais expulsés de l'Angola entre le 1er et le 15 octobre. Cette structure rapporte également que la majorité d'entre ces expulsés sont rentrés par le poste frontalier du territoire de Chikapa au Kasaï et souhaitent poursuivre leur voyage à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Cette agence s'inquiète des violences dont ces personnes ont été victimes ainsi que leurs conditions de vie actuelles. Elle indique que le besoin en transport est urgent. Les personnes expulsées ont aussi besoin d'eau, de soins de santé d'urgence, d'abri et de vivres. OCHA souligne par ailleurs que les zones d'accueil ont une capacité insuffisante en fourniture d'eau et en soins de santé. Cette structure annonce pendant que l'assistance est en cours de mise en place à Kamako, au Kasaï, malgré les capacités limitées et le nombre réduit d'acteurs humanitaires présents dans la zone. Pour sa part, le HCR appelle les autorités congolaises et angolaises à travailler conjointement pour assurer que le mouvement de population est ordonné et sécurisé. Cette agence onusienne rapporte que sans la coopération entre les deux pays, le retour des expulsés pourrait déclencher une crise humanitaire dans la région du Kasaï.
Pour venir en aide aux expulsés d'Angola, l'Organisation internationale pour les migrations dit avoir fourni une aide humanitaire à 3000 personnes depuis le 11 octobre dernier. Elle lance cependant un appel d'1 million de dollars américains en vue de répondre aux besoins le plus urgents. Pourquoi laisse-t-on faire, se demande le patron du mouvement citoyen Vivre Autrement, au sujet non seulement des massacres à répétition à Beni, mais surtout pour les vagues des expulsés se trouvant à Kamako dans les conditions de précarité en provenance de l'Angola. Encore une expulsion mal exécutée par un autre pays limitrophe, Prince Tchabola parle d'une faible considération de ses compatriotes par le voisin. Ce n'est pas la première fois. Nous en sommes toujours victimes de cette humiliation. Et vous vous rappelez, dans l'histoire récente de notre pays, jamais le Congo, jamais les Congolais, jamais ce peuple digne a été humilié jusqu'à ce point. Vous n'avez qu'à voir la vidéo qui tourne les réseaux sociaux actuellement. Mais la solution serait aussi liée au soutien et à la participation à la campagne Jeudi sans bière, sans loisirs, initiée par le mouvement citoyen Vivre Autrement, par solidarité avec les Congolais qui font face à des situations pénibles à travers le territoire national. C'est même la base même de cette campagne Jeudi sans alcool, sans bière, parce que justement, il faut le dire, quand une fois, deux fois, la même chose vous arrive, rassurez-vous, c'est parce que l'adversaire ou encore le bourreau n'a pas encore compris à quel point vous pouvez prendre les dessus. Et donc, nous pouvons noter par là qu'il y a un laisser-faire, non seulement qui est lié au niveau de la responsabilité étatique, mais la population congolaise. Est-ce qu'elle est consciente du fait que ce qui arrive à nos peuples, à nos amis qui franchissent Kamako ce jour dans des conditions effroyables où on compte même des morts en tant que tels? Prince Tchabola et son équipe ont tout le mois d'octobre pour vulgariser sur la campagne de privation de soi dans le souci d'amener les décideurs à prendre des décisions convaincantes et salutaires. Munis des calicots, sifflets et lance-voix devant l'ambassade de l'Angola en RDC, ces militants du mouvement citoyen Mwanamboka manifestent contre les mauvais traitements dont ont fait l'objet les Congolais de l'Angola. Pour ces activistes, cette situation de l'expulsion de 200 000 Congolais de l'Angola traduit l'incapacité de l'État congolais à sécuriser sa population au-delà des frontières nationales. Nous sommes venus pour leur montrer que la standardisation de tout. On va commencer par l'ambassade, on va brûler l'ambassade, ensuite on va s'en charger de tous ceux qui sont dans le quartier. Voilà le message. Le mouvement congolais Mwanamboka réitère son vœu de poursuivre une série d'actions visant l'expulsion des Angolais vivant en RDC au cas où les autorités congolaises n'assumeraient pas leurs responsabilités. Brandon Midagou, vous avez suivi ce compatriote, jeudi sans alcool, sans bière. Bonne idée pour permettre aux Congolais de prendre, ou vraiment aux Quinois, je spécifie. Tout à fait d'accord, il faudrait aussi des journées, des jeudis, lecture obligatoire dans toutes les langues. Vous savez, le problème du Congo, c'est les Congolais. Nous sommes un peuple, je l'ai dit, un petit peuple pour un grand pays. Nous ne méritons pas ce pays. Après avoir gaspillé le cuivre, Dieu dans son amour et sa pitié, fait de nous le pays détenteur d'une des plus grandes réserves, le coltan et le cobalt. Nous ne le méritons pas. C'est ça le mouvement rupture. Les citoyens d'abord. Une poignée de dirigeants ne peut pas tabler sur notre avenir. Mais nous mandatons ces pouvoirs, c'est ça la démocratie. Il faut mandater les pouvoirs pour que eux décident. Madame, un peuple où n'importe quel Congolais ouvre une église, il y a toujours des bandits minakati. Un opposant qui était le matin à l'opposition, le lendemain à la majorité, ouvre un parti, il y a toujours des gens. Peuple congolais, vous êtes partout. Aucune... À la recherche peut-être... De quoi? Du petit rien qu'il n'a pas. Il ne faut pas condamner ce pauvre peuple. On nous a tellement paupérisés, on nous a tellement animalisés qu'il suit là où ils ont tué là. Il ne faut pas nous dire que... Mais tous les grands peuples se sont remis en cause dans la souffrance. Il n'y a que nous. Que nous ne supportons pas. C'est de la souffrance que nous, on se laisse aller. Tous les peuples se sont réveillés et ont opéré la rupture. On dit c'est fini. Dans la souffrance. Le peuple égyptien, suffocant au supplice, se lève et décide de changer les choses.
peuple congolais, nous sommes à bout, qu'est-ce qu'il faut encore? Nous vous donnons rendez-vous le 23 décembre pour pouvoir choisir l'avenir que vous allez donner à ce pays. Avec la machine à voter. Ou pas. Bon, mais là-bas, polo, parce que c'est difficile. Mais dans l'isoloir, lorsque vous serez seul, faites un vote pour Lumumba, Kimbangu, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Faites un vote pour nos enfants, pour vos enfants, pour l'avenir de ce pays. Donnez vos voix aux politiques qui le méritent. Pas ceux qui gèrent la caisse de l'État. Prenez leur argent parce que du reste, c'est notre argent. Expulsion d'Angola. Vous allez encore dire ça. Elle est politique. La faute elle est politique. Non, je dis qu'elle est aussi politique. Ça aussi, c'est politique. Je vois la volonté de l'ex-président Santos de faire taire un gendre un peu trop bruyant. Après avoir réglé le compte de l'épouse, sa propre fille, qui s'immisçait dans la politique, à travers son fameux lorsqu'on a viré les différentes entreprises qu'elle gérait sous l'ère des papas. Aujourd'hui, les entreprises pétrolières. Aujourd'hui, on veut régler le compte du gendre qui s'interpose dans les relations entre l'Angola et la RDC. Et son silence nous en dit beaucoup. Le pauvre, je salue son courage de se lever. Il s'est levé maintenant que... Vous voyez la réaction? Vous dites qu'il se lève, maintenant, c'est encore de l'hypocrisie. Syndicat est encore hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Mon Dieu. Alors vous allez croire à qui? Vous savez, Moïse, lorsqu'il a vu ses frères marginalisés, maltraités, il a renoncé au confort du palais de Pharaon. Renoncé à refuser. Qu'il montre sa dépravation, son désaccord là où il est. Qu'il revienne à trop facile. C'est trop facile de le faire. Je ne peux pas dormir avec une femme dont le père ou le pays maltraite mes frères. Mais c'est sa femme. Je renonce à ça. Ce pays a besoin des hommes capables de se sacrifier pour le reste, pour la multitude. Je ne peux pas. Je ne vivrai pas avec une femme qui maltraite mes frères, qui n'aime pas mes frères, qui les tue. Mais c'est pas Isabelle qui tue les Congolais, Brandon, ne faisons pas l'amalgame. Vous êtes dans les sentiments. Moi, je vous parle de politique. Vous avez à prendre de la hauteur. Ce n'est pas anodin. Tout ça n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Nous demandons au syndicat d'Okolo, jeune Congolais qui s'est levé à un moment, qui se lève entièrement, on ne se lève pas à moitié d'une chaise. On se lève entièrement, qu'il aille jusqu'au bout. Qu'il aille jusqu'au bout. Syndicat, vous devez divorcer, vous devez revenir. Vous devez montrer vos désaccords. Son désaccord. C'est pas facile. Est-ce que vous avez fait ça? Vous savez que vous parlez aux autres, vous avez fait ça? Je ne suis pas là pour parler de moi. Non, mais il faut que ça commence par vous. Vous savez que vous connaissez ma lutte sur le renouvellement. Ça aussi, c'est sur les réseaux sociaux. Votre plateau sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux. Donc là, on est sur les réseaux sociaux. Là, on vous voit partout. Là, maintenant. Est-ce que vous avez renoncé? Là, maintenant, les réseaux sociaux. Vous avez renoncé. La correspondance adressée au sénateur Kengo. Je ne peux pas le dire. Mais je peux vous attaquer. Vous avez renoncé au mariage avec la fille de pour le Congolais. Tout à fait. Vous avez renoncé? Non, le jour ça viendra, je le ferai. Ah, mais laissez un syndicat le temps de le faire. Le jour où mon épouse tue mes frères congolais, mais les Congolaises, elles ne le feront jamais. Mais son père fait partie de ces gens-là aussi. C'est-à-dire quels gens? Vous n'avez pas l'impression que la majorité n'a que des mauvais. Je ne suis pas là pour les dire. Et dans la majorité, et dans l'opposition. Mais le président Joseph Kabila s'est levé devant les miniers. Qu'est-ce que vous voulez faire croire à l'opinion? Et je tiens que l'histoire s'en rappelle. A dit non, minier. Pour l'avenir de ce pays, pour l'entrepreneuriat, mais jamais tard. Vaut mieux la fin d'un mandat que son commencement. Merci Brandon Midavo d'être passé à la barre. Il a dit qu'on devait faire cette rupture, cette cassure. Il demande à tous les politiques, en tout cas les jeunes, de le faire. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous avez voulu que je reçoive pour vous Brandon Midavo. Il y en a même qui disent aussi que vous êtes hypocrite. Bon, attendant, il a dit qu'il n'est pas candidat, qu'il est là pour vraiment l'amour du Congo. Il n'est ni candidat, ni à la présidence, ni aux législatives. On l'a dit de Jésus, on l'a dit de Kimbangu, on l'a dit de Gandhi. Donc, rassurez-vous, il a dit, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour la génération future. Il n'est ni candidat au provincial, ni à la députation nationale. Et on espère cette rupture aussi totale, comme il est prédit pour les autres. Bye bye, on se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir.